Bonsoir. Code 243, ce soir, a le privilège de recevoir Nzanga Mobutu, qui n'est pas à présenter, car il est le fils du maréchal de la République démocratique du Congo, feu le président Mobutu Sese Seko Kukumbendo Wazabanga, qui, avec nous ce soir, va déviser sur la situation politique en RDC. Bonsoir. Monsieur Lokabonga, bonsoir. Code 243 est très heureux de vous accueillir ce soir. Vous êtes en visite à Washington, D.C. Et de Gaulle, la première question qui nous vient à l'esprit, c'est nous avons tous appris aujourd'hui que l'Afrique a perdu un de ses leaders, le colonel Kadhafi. Quelle est votre lecture? Que dites-vous? Disons, la première réaction, bien sûr, ce sont ces horribles images que nous avons vues sur les chaînes internationales. Des images qui auraient pu être évitées. À mon sens, nous nous sommes beaucoup posé des questions après la chute de Tripoli. Pourquoi le colonel Kadhafi n'était pas sorti du pays? Je crois que nous n'aurons probablement jamais de réponse à cette question. Mais toutefois, c'est regrettable de voir ce type d'image. Parce que fondamentalement, on se dit, on ne peut rien faire seul face au reste du monde. Donc je dirais que c'est également un challenge pour le nouveau leadership en Libye, pour le peuple libyen. Et je crois que les mois à venir vont être déterminants pour ce nouveau leadership et sur les options économiques que ce pays va prendre et surtout les options politiques. Parce que là, je crois que c'est là que tout le reste du monde arabe et du monde en général est en train de suivre. Et bien entendu, sur le plan économique, ce sont les conséquences donc des cours du pétrole, puisque vous avez certainement suivi aussi, bien sûr, les fluctuations suite aux événements de ce jour. Voilà, donc à ce stade, je ne peux pas m'exprimer au-delà de ça, mais bien sûr, c'est ces images horribles qui nous ont marqué tout au long de cette journée. Oui, c'est vrai que dans le collectif du peuple africain qui est acquis à la cause de voir une Afrique développée, c'est une grande perte, malgré ce que certains organes de presse internationaux ne cessent de nous raconter ou ne cessent de diffuser. Je reste un peu sur ces images d'un grand changement. Aujourd'hui au Congo, beaucoup de Congolais attendent le retour de la dépouille du maréchal. Où est-ce que vous en êtes? Y a-t-il une volonté, y a-t-il une ouverture du gouvernement actuel, ou bien c'est une décision qui est inhérente à la famille? Parce que cela avait été annoncé, puis finalement on n'en parle plus. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot? Je vous remercie bien. Je crois que la question est tout à fait légitime. Le président Mobutu a été, durant 32 ans, le président de la République. Il est le président de la République de tous les Congolais. Exactement. De ce point de vue, je pense que le Congo lui-même a le droit de demander le rapatriement de sa dépouille. En ce qui concerne la famille, la position elle est claire. Elle a toujours été la même, elle n'a pas changé. Nous souhaitons, avant le retour ou le rapatriement de sa dépouille, qu'il y ait bien entendu une réhabilitation de sa mémoire. Beaucoup de choses ont été écrites, ont été dites. Je pense que, conformément aussi à notre culture, avant d'inhumer, mais dans le cas qui nous concerne, donc le rapatriement pour une seconde inhumation, je pense qu'il faut quand même une réhabilitation morale. Et ça, je crois que c'est quand même très important. Ça, c'était la première condition. Maintenant, je crois que ce qui est fondamental, il y a des craintes au niveau de la famille, au niveau des proches et des personnalités au niveau international. Des craintes qui ont été, qui sont présentes sur un rapatriement et sur les actions qui pourraient découler de ce retour. Nous souhaitons tous, la famille, et je crois les Congolais de manière générale, parce que la question m'est posée systématiquement. Quand je tourne à Kinshasa ou lorsque je suis en tournée à l'intérieur du pays, cette question revient systématiquement. Donc il y a une volonté de la part des Congolais de voir revenir le père de la nation
donc, au pays et donc suivi d'une inhumation dans les formes. Dans les formes, exactement. Et ça, je dirais qu'en tant que Bantou, c'est mon devoir de procéder disons, à cette dernière mission en tant que fils, au nom de la famille. C'est tout à fait naturel, mais les conditions, jusque-là, à mon sens, n'étaient pas remplies. Il faut un gouvernement responsable, et lorsqu'on s'engage à rapatrier la dépouille d'un grand chef d'État qui était le maréchal Mobutu, on ne peut pas commencer à tergiverser et à continuer de manière systématique à faire des campagnes de dénigrement comme nous avons pu le constater oui. Ici et là. Et donc, moi, je ne veux même pas... c'est une question qui est trop importante. On ne peut pas commencer à tergiverser. Donc moi, je dis un gouvernement responsable qui prend la question de manière très sérieuse. Et nous avons eu l'occasion d'en parler, d'ailleurs, avec certains candidats qui ont bien compris, que cette question-là ne pouvait pas être abordée comme ça de manière légère. Donc je crois que ce sont des questions qui vont certainement revenir au courant de la campagne, mais je ne vois pas un rapatriement, en tout cas à court terme. Je pense que les choses se passent comme nous le souhaitons. J'espère que nous pourrons aborder, ou en tout cas envisager déjà le début d'un processus à partir de l'année prochaine. Bien sûr, tout dépendra bien sûr de l'issue de ces élections. Effectivement. Nous allons garder le sujet des élections pour un peu plus tard, mais revenir un peu en arrière, parce qu'on a commencé par la famille. Je repars un peu en 2006. Vous avez pris une décision qui n'a pas été comprise par beaucoup de Congolais, alors que tout le monde naturellement croyait que vous allez rejoindre, vous allez même pas rejoindre, vous allez vous mettre en alliance avec votre beau-frère, je cite ici M. Jean-Pierre Bemba, mais vous avez fait un autre choix. En quelques mots, quelle a été la motivation? Et surtout, aussi, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est du passé, mais bon, aujourd'hui, on a l'impression que les choses se sont harmonisées. Est-ce que vous pourriez nous le confirmer? Certainement, les choses se sont harmonisées, bien entendu. Je pense que, et ça, il faut saluer quand même la bonne volonté de personnalités comme le sénateur Jeannot Bemba Saolona, qui s'est beaucoup impliqué dans ce dossier. Il y a tous les membres de famille, mes belles-sœurs, mon épouse, qui s'est beaucoup impliquée également dans cette affaire. Mais pour revenir, disons, à 2006, vous vous souviendrez qu'au soir donc, du premier tour, on annonce donc... la CEI, tout officiellement, annonce le résultat des élections présidentielles. Et vous avez le président sortant, qui est arrivé en tête, suivi du sénateur Bemba, suivi du patriarche Gizenga, oui. et donc j'arrivais donc en quatrième position. Oui. Il vous souviendra peut-être qu'une radio internationale m'avait posé la question quant à savoir ce que serait mon choix. J'avais lancé un premier signal. Et j'avais annoncé à l'époque, si je me souviens bien, j'avais dit, je ne me suis pas encore prononcé, mais naturellement, je me sens davantage plus proche du sénateur Bemba. Bon, naturellement. Mais vous comprenez bien, et ça c'est un peu, c'est l'art de la politique, les discussions, les négociations en pareillees circonstances, ça ne se fait pas sur la place publique. Effectivement. Les messages sont partis, ils ont été lancés. J'ai eu l'occasion de parler avec un grand nombre d'acteurs politiques, membres de l'Union pour la Nation, qui à l'époque me disaient il faut rejoindre le sénateur. Moi, sur le principe, je n'avais aucun problème. Maintenant, il fallait que j'aie cette discussion. Malheureusement, cette discussion n'a pas eu lieu. Et donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait un vrai problème de communication entre le sénateur et moi. Et je dois dire que je regrette ça profondément, parce que je pense que nous aurions pu vraiment mettre en place, disons, une équipe solide
dans la mesure où nous avions obtenu des résultats, d'abord lui-même des résultats importants dans la partie occidentale du pays. Exactement. Et je rappelle que nous nous étions partagés, disons, la province de l'Équateur, 2 tiers pour lui, 1 tiers pour moi. Et voilà, je crois qu'il y avait une certaine complémentarité qui aurait pu se matérialiser par un accord politique. Je le regrette. Je crois que ce que je regrette davantage, c'est que nous aurions pu mettre nos égos de côté. Et ça, je le reconnais. Mais c'est une erreur qu'il ne faudra absolument pas recommencer, puisque nous nous retrouvons un petit peu, je dis bien un petit peu dans le... disons, dans un schéma qui est assez proche, à ceci près que nous avons aujourd'hui un tour unique. Et donc, ça demande davantage d'esprit de consensus. Et donc, un esprit de responsabilité vis-à-vis de nos compatriotes. Et là, vraiment, je crois que je dirais que l'ego doit vraiment être mis de côté. Mais en même temps, nous sommes en politique. Et en politique, il faut discuter, il faut savoir avoir l'esprit ouvert. Ouvert, oui. Et il faut parler de l'essentiel. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, on parle d'un tour unique. Il faut savoir que parmi les 11 candidats, il faut que nous puissions, à ce stade, et je crois que la question devrait déjà avoir été posée, estimer ceux qui réellement, au plan national, ont, je dirais... ont ce poids démographique. Ont un poids, exactement, auprès des électeurs. Ma position, elle était simple. J'ai eu l'occasion, avant de me déplacer de Kinshasa, donc au mois de septembre, j'ai eu l'occasion de discuter avec un certain nombre d'acteurs politiques qui étaient venus me rendre visite dans le cadre justement de cette synthèse au niveau de l'opposition. J'ai répondu simplement ceci. Dans le contexte du tour unique, je considérais tout simplement que le sénateur Bemba, ayant fait les résultats qui ont été les siens donc en 2006, oui. Je trouvais tout à fait naturel que dans l'éventualité d'un retour à Kinshasa, que je me désiste à son profit. Oui. Dans la mesure où il ne s'agissait plus de se relancer dans une sorte de lutte oui. fratricide qui ne desservait que nous-mêmes. Qui était peut-être orchestré par ceux qui étaient autour de vous. Probablement. Probablement. Chacun cherche toujours, surtout dans ce monde politique, il y a toujours des guerres de positionnement. Et je dirais que pour moi, c'était évident. Et ça, moi, je suis quelqu'un de rationnel, je me basais sur les résultats donc, de 2006. Dans la mesure où il ne peut pas venir, je ne peux pas, moi, avoir naturellement, comme ça, par principe, de me retirer pour le principe de me retirer au profit de tierces personnes. Là, je pars du principe d'une élection précédente et de manière rationnelle, nous avons nos tableaux, nous avons nos chiffres et nous savons ce que nous valons. Nous savons le travail qui a été le nôtre durant la période, oui. En tout cas entre 2006 et à ce jour, donc les 5 années qui se sont écoulées. Nous avons fait un vrai travail de terrain. Nous avons pu installer nos bases. Nous avons élargi ces bases. Et je crois que ce n'est pas rien. Donc, je crois que nous avons déjà là les bases d'une véritable négociation. Alors, si aujourd'hui, il faut envisager, parce que c'est un peu la grande préoccupation en ce moment, c'est de savoir, tiens, qui peut se retirer au profit de qui. Et des rencontres se font. J'ai eu l'occasion de rencontrer des candidats ici à Washington, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, le président du Sénat, oui. Léon Kengo Adondo. Nous avons eu à discuter sur les principes, et je crois que c'est tout à fait naturel, sur la question de l'alternance politique dans notre pays, sur les principes de fonctionnement des institutions. Toutes ces questions-là ont été abordées. Mais maintenant, en tant que candidat, il est important de savoir une chose.
on ne peut pas s'asseoir autour d'une tasse de café et décider comme ça, tout de go, je vais me désister pour le plaisir de me désister. Je peux vous poser une petite question, excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Vous avez dit que vous avez rencontré Vital Kamerhe, Léon Kengo et le vieux Chichi. Pas encore? Je n'ai pas eu l'occasion. On m'a appris qu'il devait arriver ici à Washington. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le rencontrer. Notre dernière rencontre date de 2003, si je ne m'abuse. J'espère que nous aurons l'occasion de discuter à Kinshasa. Il ne faudrait quand même pas jeter l'anathème en disant, voilà, je ne peux pas discuter avec tel ou tel. En tout cas, ma volonté, c'est de discuter avec tout le monde. Ouais. Et chercher, en tout cas, à trouver un consensus. C'est dans l'intérêt de tous, c'est dans l'intérêt du Congo que nous parvenions en tout cas à rationaliser notre démarche et surtout rationaliser ce processus. Donc ça voudrait dire aujourd'hui que l'UDEMO n'est plus ou ne ferait plus partie de la majorité, l'ancienne majorité présidentielle. Mais je crois que les choses sont claires. Depuis le mois de mars, j'ai moi-même d'ailleurs eu à publier un communiqué dans lequel je me désistais totalement donc, de l'accord politique qui nous liait à l'AMP. Je rappelle encore une fois, je n'ai jamais été membre, ni du démo d'ailleurs, membre de l'AMP, qui est une plateforme de partis politiques, donc proche du président Kabila. Nous avons participé donc, à ce gouvernement et aux institutions dans le cadre d'une coalition qui nous préservait quand même, disons, qui nous donnait une certaine indépendance, en tout cas dans nos propos. Et je crois que les différents événements qui ont émaillé cette collaboration, je crois, sont des preuves suffisantes de ce que peuvent être des relations houleuses, naturellement, au sein d'une coalition. Et je crois que ce sont des éléments suffisamment importants. Donc pour aujourd'hui, nous avons estimé que, comme tout autre parti politique, nous avons la liberté de nous présenter, donc de présenter des candidats à l'élection législative, à l'élection présidentielle et les autres niveaux d'élection qui devraient se tenir à partir de 2012 et 2013. Donc cette décision a été prise. Nous avons tenu une convention au mois d'août dernier, le 19 août. Les membres du parti, nos responsables, ont pris la décision, m'ont désigné comme leur candidat. Je l'ai accepté. Et nous allons porter donc ces valeurs, ce programme devant la nation, mais en toute compétition. Oui, je voudrais un peu revenir en arrière parce que vous avez parlé d'une collaboration qui a été houleuse, c'est vous qui l'avez introduite. Pouvez-vous nous expliquer un peu? Je crois que c'est l'année dernière, pendant un temps, le ministre d'État que vous étiez était absent du pays. Il y a eu beaucoup de supputations. Certains vous ont trouvé malade, d'autres ont dit que vous avez d'autres raisons familiales. Puis, subitement, on vous revoit, je crois, à Rome, lors de l'ordination, c'est bien ordination, j'espère, du cardinal Mosengo. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi ce comportement qui a été interprété d'une manière ou d'une autre? Mais ceux qui vous connaissent, que nous avons contactés, nous ont dit il doit y avoir une raison fondamentale, il n'est pas comme ça. Est-ce que vous pouvez, si possible, nous expliquer un peu plus ce qu'il y a eu? Très bien. En fait, j'ai parlé justement des divergences qui nous sont opposées, à l'AMP notamment. Des divergences, je dirais, profondes. Des divergences sur le fonctionnement des institutions. Par exemple, ce que j'ai toujours déploré, ce que j'ai eu à critiquer ouvertement, c'est le manque de concertation. Un gouvernement responsable, c'est un gouvernement qui se réunit chaque semaine, donc à l'occasion d'un conseil des ministres, qui débat de toutes les questions donc de la vie de la nation. Ces conseils des ministres sont préparés au préalable. Et moi, je revois encore ces images à l'époque du parti État, si souvent critiqué. Eh bien, tous les vendredis, il y avait les réunions du conseil exécutif. Moi, j'ai eu l'occasion, de par mes fonctions ici,
au gouvernement ces 4 dernières années, j'ai eu l'occasion de discuter quand même avec d'anciens ministres ou vice-premiers ministres du maréchal Mobutu qui m'ont expliqué dans quel contexte ces réunions ont été préparées. Alors, je ne peux pas m'expliquer, moi, aujourd'hui, que nous sommes dans un cadre qui n'est plus dans un cadre de parti unique, qui est dans un cadre qui est supposé être démocratique. Je ne peux pas comprendre que nous puissions faire plusieurs mois sans conseil des ministres. Je ne peux pas comprendre comment, dans le cadre de la privatisation des entreprises du patrimoine de l'État, oui. eh bien qu'on puisse comme ça brader des entreprises de l'État, et tout ça dans une insouciance insupportable. Alors toutes ces questions-là, j'ai cherché à en débattre, et ça n'a jamais été possible. Et en fait, si vous ajoutez à cela, il y a eu comme ça plusieurs épisodes. Vous vous souviendrez peut-être d'un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre à l'occasion donc à l'occasion du départ de Vital Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale. À cette occasion, nous en tant que parti, nous avions donné notre point de vue. Nous avions estimé que le président de l'Assemblée nationale ne pouvait pas être chassé parce qu'il n'y a pas d'autre terme de cette manière. La question m'avait été posée et en ce moment, j'avais dit, écoutez, nous ne nous ingérons pas dans les affaires d'un autre parti politique. Exactement. Vital Kamerhe était donc membre du parti présidentiel. Nous n'avions pas, nous, à nous ingérer dans ces questions-là. Ce qui nous préoccupait davantage, c'était qu'un chef de corps, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, se faisait chasser proprement et vertement par son parti, par le premier responsable de ce parti, et en toute violation, je dirais même, des textes constitutionnels. Des textes, exactement. Vous vous rappelez que nous étions en pleine vacances parlementaires et on demandait tout simplement aux membres du bureau de l'Assemblée, étant tous donc membres de la majorité, eh bien, de démissionner et de ridiculiser tout simplement le président de l'Assemblée au moment de l'ouverture solennelle donc de la reprise donc, de la session parlementaire. Exactement. Nous avions estimé que ce n'était pas possible. Si le choix était de faire partir le président de l'Assemblée nationale, ça devait se faire d'abord au moment de la plénière. C'est la plénière qui avait d'ailleurs mis en place le bureau, et c'était à la plénière, le cas échéant, de décider du départ du dit bureau. Et je crois que le problème ne se posait pas dans la mesure où vous avez une majorité. Je crois que la majorité, elle suit les instructions conformément à ce qui se passe dans une majorité organisée. Voilà. Et donc c'était notre position. La conséquence, elle a été directe. Nous n'avons plus eu droit à un membre donc, au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Et les choses ont continué un peu dans ce sens-là. Au moment donc, de la mise en place donc, du bureau de la CENI, même chose. Finalement, je crois que c'est notre indépendance qui gênait, puisque nous n'étions pas les moutons obéissants. Eh bien, ça posait problème. Moi, je dirais sur le fond, ce qui me dérange, moi, c'est que pendant qu'on s'amuse dans ce genre de petits calculs politiciens, eh bien, entre-temps, eh bien, vous ne pouvez pas servir votre population. Moi, je considère que la politique, c'est un sacerdoce. On ne vient pas en politique pour des besoins personnels, on vient en politique parce que vous avez un souci vous avez un souci de faire fructifier le patrimoine national, vous voulez améliorer le pouvoir d'achat des populations, vous voulez permettre à un plus grand nombre de votre population d'accéder aux services sociaux de base, à une desserte en eau potable, une bonne desserte en eau potable, une desserte en électricité de manière continue. L'électricité, c'est quand même le moteur du développement. Eh bien, pour toutes ces questions-là, nous sommes en politique pour défendre des principes et des valeurs. Nous ne sommes pas là pour suivre les desiderata des uns et des autres. Et moi, je considère que de ce point de vue, moi, j'étais en désaccord total.
La crise, en fait, elle existe depuis bien plus longtemps que ça. Juste quelques mois, en fait, après la mise en place du gouvernement, les problèmes ont commencé. Bon, écoutez, nous sommes en politique, nous ne sommes pas là pour nous plaindre ou pleurnicher. Mais dès lors que vous touchez aux questions essentielles qui concernent les Congolais, et là je ne parle pas de la petite politique, là je parle vraiment de la gestion quotidienne, de la gestion de la res publica, là il y a interpellation. Alors c'est vrai que certains diront, mais pourquoi il n'a pas démissionné? Effectivement. Bon, et moi j'ai répondu ceci, parce qu'évidemment, je ne suis pas un saint, je n'ai pas la réponse à tout, mais je considère tout simplement que le fait de pouvoir dire non chaque fois que j'en ai l'opportunité ou l'occasion, eh bien je considère que si on peut s'amuser d'un côté à bloquer l'action des uns, nous nous retrouvons également dans une position où nous pouvons dire non. Alors lorsque je me suis retrouvé en Europe, c'est vrai que ça a pu choquer les uns et les autres, et je m'en excuse si cela a été le cas, mais il y avait une crise et j'étais dans mon rôle d'opposant au sein de la majorité, et de l'autre côté, eh bien, on a cherché dans un premier temps, et c'est ce qui m'a amusé d'ailleurs, parce qu'on a entendu certains membres du gouvernement sur les plateaux de télévision en disant voilà, il est en soins, il est en vacances et autres et tout ça. Ça m'a beaucoup amusé, dans la mesure où je n'étais ni en vacances ni en soins. J'ai quitté Kinshasa pour me rendre à Rome, donc pour assister donc, aux cérémonies d'élévation du cardinal Mosengo, qui a fait partie des 24 ou 25 évêques qui ont été élevés donc, au rang de cardinal par sa sainteté le pape. Et à cette occasion, j'ai pensé que j'avais besoin d'un temps de réflexion sur les élections à venir, sur des questions aussi importantes que la révision de la Constitution, telle qu'elle s'est faite comme ça à la sauvette au début de cette année, je crois en janvier de cette année. Eh bien, toutes ces questions-là, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir. Je regrette vraiment qu'un grand nombre de députés, soit-il de la majorité, se soient laissés entraîner dans cette folie, parce qu'il faut vraiment dire que c'est une hérésie, cette révision de la Constitution. Mais on ne vous a pas entendu assez revenir là-dessus. Il y a eu un déficit de communication. Il y a certainement eu, de ma part, un déficit de communication. Et vraiment, je le regrette. Mais je crois que dans le milieu politique, les choses étaient claires. Moi, je vous dirais même que certains députés qui nous ont quittés se permettaient même de dire, voilà, ils nous empêchent de voter pour la révision constitutionnelle. Donc, ce n'est pas un secret dans le milieu politique. Voilà les choses qui arrivent. Je pense que nous avons également un grand effort à fournir à l'avenir en ce qui concerne la responsabilité. La responsabilité en politique. Parce que nous avons constaté trop souvent que tout était ramené à des questions d'argent. Le vote, c'est une affaire de conscience. De conscience. Vous pouvez être membre d'une majorité. Si votre conscience vous contraint à faire ce vote, eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Vos détracteurs qui nous suivent là vont dire, oui, mais la Deuxième République n'a pas été un modèle. À eux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Mais moi, je ne suis pas le défenseur de la Deuxième République. Je ne suis pas le défenseur de la Deuxième République. Je voudrais que les choses soient claires. Lorsque nous disons UDEMO, Union des démocrates moboutistes, mais ce n'est pas l'union des défenseurs de la Deuxième République. Nous sommes l'union des démocrates moboutistes. Nous estimons qu'il y a des acquis importants du maréchal Mobutu qu'il fallait défendre. Je dirais d'ailleurs des acquis dont se réclament tous les Congolais, en tout cas dans leur grande majorité. Exactement. Et ces acquis-là ne sont pas des acquis dont nous pouvons avoir la seule maîtrise. Nous avons souhaité, en créant le parti, nous avons seulement voulu mettre en exergue ces acquis, qui sont la défense de la paix, qui sont la défense de l'intégrité territoriale, qui sont cette grande idée d'un Congo au cœur de l'Afrique, un grand Congo
producteur agricole au service de la nation congolaise, mais en même temps fournisseur de tous les pays du continent. Un pays capable d'éclairer tout le continent avec son potentiel hydroélectrique. Voilà ces grandes valeurs, ces grands principes que nous voulons défendre. Et c'est cela que nous voulons véhiculer. Et je crois que c'est important de le souligner ici, parce que, clairement, lorsque nous disons que nous sommes démocrates, ce sont les principes démocratiques auxquels nous adhérons. Lorsque vous regardez la Constitution actuelle, c'est un bon texte qui pose quand même certains problèmes. Moi, je l'ai dit au moment de la campagne, donc c'était en décembre 2005, si je ne m'abuse, au moment donc, du référendum constitutionnel, je l'avais dit, c'est un bon texte, mais qui pose quand même certains problèmes. Et j'avais posé le problème d'ailleurs du découpage en 25-26 provinces. Je disais qu'il fallait, avant de se précipiter dans le découpage en 25-26 provinces, mais de réussir d'abord la décentralisation dans les provinces actuelles. Alors, je peux comprendre, je dis bien, je peux comprendre l'empressement de législateurs d'alors, puisqu'il y avait toujours cet empressement de certains acteurs politiques qui se disaient, voilà, je préfère être roitelet dans mon coin que de ne pas me retrouver dans un fourre-tout national. Et là, quand je dis je peux comprendre, c'est-à-dire que j'ai circonscrit le problème. Exactement. Mais je crois que ma préoccupation, elle s'est avérée tout à fait correcte, dans la mesure où aujourd'hui, vous le voyez, pour certaines provinces, ça peut être plus facile, parce que ce sont des provinces, certaines provinces sont productrices. Sont productrices, exactement. Enfin, du moins, elles rapportent des revenus suffisamment conséquents pour le gouvernement central. Mais pour d'autres provinces, c'est très difficile lorsqu'elles sont enclavées, qu'elles ne sont pas en mesure de produire suffisamment. Mais là aussi, la Constitution prévoit quand même un processus de redistribution, en fait, des recettes de manière à ce développement. À ce sujet, une question. Vous avez été vice-premier ministre, et surtout, vous avez occupé un des ministères importants. Et j'ai encore à l'idée, j'étais jeune, le maréchal disait agriculture, priorité des priorités. Quel était le budget qui vous a été, en fait, qui vous était destiné? Parce qu'on aimerait bien comprendre, on espérait avoir une action. Je me souviens, j'ai écouté vos discours et qu'il y avait un grand potentiel, et qu'il y a toujours un grand potentiel du point de vue agricole au Congo. Mais qu'est-ce qui n'a pas été, à votre avis? Je sais que vous avez un rêve, je vous ai lu, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Mais le problème, encore une fois, c'est toujours ce problème de concertation. La politique agricole, ou la politique énergétique, ou la politique économique de manière générale, tout ça découle d'une vision. Tout ça découle d'une volonté politique de transformation de notre pays. Et malheureusement, quand vous n'avez pas au sein d'un gouvernement de concertation, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit. Nous sommes censés être dans une démocratie. Mais dans une démocratie, mon cher monsieur, le peuple devant lequel nous sommes comptables, doit savoir que pour X revenus, nous devons savoir où vont les dépenses qui sont consacrées. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire, c'est que nous ne sommes pas un gouvernement responsable. Moi, je l'ai toujours dénoncé. Nous pouvons constater ce qui se passe dans les démocraties occidentales. Mais vous voyez ce souci permanent de transparence, ce souci permanent de comptabilité nationale. Je crois que ça doit être une priorité pour les prochains gouvernements que nous aurons dans notre pays. C'est une exigence, je dirais même, dans le cadre du commerce international ou des relations que nous avons à entretenir dans le cadre continental, mais également avec l'ensemble des grandes nations avec lesquelles nous sommes amenés à discuter et à négocier à l'avenir. Je crois que c'est une exigence. Vous voyez aujourd'hui, évidemment dans un tout autre contexte, mais vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la Grèce. Et vous voyez qu'aujourd'hui les pays
qui généralement sont rigoureux dans leur gestion, je pense à l'Allemagne, à des pays comme l'Autriche, à des pays comme la Belgique, qui aujourd'hui sont quand même très durs vis-à-vis de la Grèce dans leur critique, parce qu'il y a des exigences dans le cadre des pays membres de l'Union européenne. Oui. Il y a des critères qui devaient être respectés, qui ne l'ont pas été par la Grèce. Et ça, je crois que ce cas de la Grèce doit être suffisamment porteur de leçons pour des pays comme les nôtres. Mais en termes de chiffres, quel était le budget quel était le budget que vous êtes octroyé Eh bien, voilà, tout simplement, en 2007, lorsque le gouvernement s'est présenté devant la plénière de l'Assemblée nationale, le Premier ministre d'alors avait présenté, si je me souviens bien, je crois 3,5% du budget pour l'agriculture. Ça, c'était ce qui avait été présenté. Mais en réalité, nous sommes à moins de 2% en termes de taux d'exécution. C'est ça le problème. Alors, les besoins s'expriment en milliards de dollars pour, si vous voulez, avoir une véritable politique agricole au regard du potentiel que nous avons dans notre pays. Oui. Mais en réalité, vous n'atteignez même pas 100 millions de dollars. Vous êtes même au tiers de cela. Vous allez dire que vous avez donc vous étiez à la tête d'un ministère pour lequel il n'y avait que 30 millions de dollars. Ah mais vous êtes... pour les 11 provinces, pour 60 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien... Donc 50 cents pour chaque Congolais. Mais mon cher ami, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme politique sectorielle en la matière? En réalité, vous êtes sur des réformes. J'ai travaillé sur la réforme du Code agricole. Nous avons travaillé avec l'administration, avec différentes provinces. Nous avons travaillé sur plusieurs réformes. Je me souviens, nous avons fait des propositions, notamment sur l'attribution de microcrédits auprès des petits agriculteurs. Et pour cela, nous avions signé une convention avec la CADECO, l'ex-CADESA, oui. Pour justement profiter du formidable essaimage de la CADECO à travers le pays. Ce qui a manqué, c'était les moyens. Et nous demandions, je ne sais plus, je crois que c'était quelque chose comme 35 millions de dollars pour pouvoir disponibiliser ce montant auprès de la CADECO, oui. Et pour permettre justement d'accorder des microcrédits donc, aux petits agriculteurs. Le message était passé, mais malheureusement, c'est le suivi et l'exécution qui n'a pas été possible. Mais tout cela, en fait, ça fait partie de ce manque de concertation. Parce que, regardez aujourd'hui sur le continent, tous les pays à l'instar du Congo, qui est essentiellement un pays agricole, lorsqu'ils décident de prendre, je crois que c'est le cas même de la Zambie, qui a décidé, conformément d'ailleurs aux décisions qui avaient été prises au sommet de Maputo en 2003, oui, je crois, demandant à tous les pays, demandant aux pays donc de pouvoir consacrer au moins 10% de leur budget, de leur revenu, oui, au budget, oui. Donc au secteur agricole. Voilà. Et ça, je crois que ça faisait partie des objectifs du millénaire pour le développement. Bon, malheureusement, ça n'a pas été fait. La situation, c'est vrai, elle n'est peut-être pas facile, mais je crois que c'est une question surtout d'organisation. Les moyens, le Congo n'en manque pas. Le potentiel, il est là. C'est d'abord le potentiel humain et bien sûr le potentiel en ressources du sol et du sous-sol. Et pour cela, il faut une bonne gestion, comme un bon père de famille, une bonne gestion de ces ressources pour permettre justement une meilleure répartition justement des revenus. Et il faut commencer quelque part. Et il faut commencer quelque part. Malheureusement, il y a dans la gestion de la Res Publica, je crois qu'il y a un désordre organisé dont nous sommes d'ailleurs tous les victimes. Vous voudrez dire par là que vous n'assumez pas le bilan des 5 ans Mais écoutez, moi, si vous me posez la question, moi je peux vous dire, voilà, lorsque j'ai eu à assumer, j'ai été ministre de l'Agriculture, j'ai été ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, je peux vous dire dans quel contexte moi j'ai eu à travailler.
Maintenant, si vous êtes un ministre, et vous savez que tout ministre est gestionnaire de ses crédits, si vous pouvez actionner ces crédits conformément au, disons, au budget, non, au budget tel que voté par les députés, par les parlementaires, et puis ensuite le budget qui, comme vous le savez constitutionnellement, est promulgué par le chef de l'État. Si vous êtes je dirais un gestionnaire de crédit, que vous pouvez en disposer, ça va. Mais la réalité, c'est que vous n'en disposez pas. Ça, ce sont encore toute une série de dysfonctionnements qui ont été organisés pour empêcher l'État de fonctionner normalement. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer lorsque vous avez vos homologues en visite à Kinshasa et qui vous posent la question de savoir pourquoi vous n'avez pas de conseil des ministres chaque semaine? Vous imaginez un petit peu l'effet que ça vous fait. Un gouvernement sans conseil des ministres. Ça veut dire tout simplement que c'est un gouvernement irresponsable. Mais quelles ont été les raisons? Le Premier ministre n'a pas le temps? Moi, je ne peux pas parler à la place du Premier ministre. Exactement. Ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que le Premier ministre, il a des pouvoirs que la Constitution lui confère, mais en réalité, ses attributions à lui sont exercées par d'autres. Voilà la réalité. Alors lorsque vous êtes numéro 2 du gouvernement, donc c'est-à-dire vice-premier ministre, d'un Premier ministre qui n'a pas l'effectivité de son pouvoir, bon, qu'est-ce que ça fait de vous? Voilà la réalité. Donc moi, je ne peux pas parler à sa place. Il a des comptes à rendre à son parti, ou du moins il avait des comptes à rendre à son parti. Moi, je suis leader de mon parti, bien sûr, en bon démocrate, je rends compte, bien sûr, au cadre de notre parti, voir un petit peu comment les choses se passent. Et c'est dans cette ambiance, finalement, que cette crise larvée au départ est devenue une crise ouverte. Oui. Voilà comment les choses se sont déroulées. Maintenant, pour la responsabilité, je pense qu'il y a un responsable numéro 1 de la situation politique et économique du pays. Il est candidat aujourd'hui à ces élections présidentielles. Eh bien, je crois qu'il va rendre compte de sa gestion. Moi, je peux vous dire ce que j'ai pu faire ou ne pas pu faire dans le cadre de ma participation aux institutions, donc au gouvernement de la République. Je peux vous dire ce que j'ai fait, je peux vous dire ce que je n'ai pas fait, et les raisons. Voilà ce que je peux faire aujourd'hui. Exactement. Mais assumer la responsabilité, j'assume la responsabilité si j'en ai le pouvoir. Mais je n'ai pas eu de pouvoir, je n'ai pas été Premier ministre du gouvernement. J'ai été vice-premier ministre, certes, mais un vice-premier ministre, je dirais, symbolique. Parce que, comme on le dit en République démocratique du Congo, il y aurait un gouvernement parallèle qui gère toutes les affaires. Et je me suis amusé à dire il y a quelques mois que c'était davantage un gouvernement perpendiculaire. Parce que parallèle soutiendrait que bon, il y a un accompagnement. Mais là, vous avez un gouvernement qui ne fonctionne pas de manière conventionnelle. Et c'est ce que moi j'ai dénoncé. Alors, je ne suis pas homme à fuir mes responsabilités. Moi, j'assume tous les actes que je pose, mais en même temps, je dirais qu'il y a une responsabilité. Alors, les gens, peut-être, quand ils signent des documents, ils ne comprennent peut-être pas l'importance de ce qu'ils signent. Mais lorsque je signe un document et que je me retrouve en coalition, mais le mot coalition sous-entend que vous avez une co-responsabilité. Et donc, il y a une obligation cadre de concertation. Exactement. Et malheureusement, ce cadre de concertation n'a pas été mis en place. Cette concertation exigée par la coalition, elle n'a pas eu lieu. Donc voilà moi ce que je peux dire à ce stade. Et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de la tenue de notre convention, le thème c'était « Ensemble pour une future majorité cohérente et responsable ». Et je crois que ça, c'est très important. Et les futures négociations, si négociations il y a, devront porter justement sur les questions de fonctionnement du gouvernement, du fonctionnement des institutions de manière générale. Je crois que c'est une question de responsabilité. On ne peut pas venir faire les guignols
lorsqu'on est au gouvernement ou lorsqu'on est au sein des institutions. Quel effet ça vous fait aujourd'hui d'entendre les noms de tous les responsables politiques au Congo vulgarisés par les musiciens, par tous les artistes? Ça vous fait quoi? Parce que sous la Deuxième République, je me souviens, c'était une chose rare. Vous, en tant que fils, lorsque vous voyez qu'aujourd'hui à Kinshasa ou ailleurs au Congo, l'eau n'est pas, la desserte d'eau n'est pas fournie, l'électricité encore moins, ça vous fait quoi? Et que vous entendez ces critiques sur les 32 ans de votre père. Écoutez, moi, je suis un homme politique responsable. Moi, j'ai fait un constat. Je pense que lorsqu'on veut fuir ses responsabilités, lorsqu'on n'est pas en mesure d'assumer ses responsabilités, généralement, on dit toujours « c'est pas moi, c'est lui ». Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire sur la question. J'ai constaté l'irresponsabilité dans le cadre de l'action gouvernementale. Je l'ai dénoncé. Je pense que ceux qui m'écoutent savent de quoi je parle. Je n'ai pas pour habitude de jeter... de caresser dans le sens du poil, non, ou bien de caresser, encore moins d'ailleurs, encore moins, mais je n'ai pas l'habitude de jeter sur la place publique les affaires de l'État. Exactement. Mais je crois que j'ai la responsabilité devant mes compatriotes de dire ce qui ne fonctionne pas. Ils doivent savoir que je ne suis pas d'accord sur la manière dont le gouvernement est géré. Ils doivent savoir que le pays est mal gouverné. Ils doivent savoir que les problèmes de desserte en eau potable ou de desserte en électricité, c'est le résultat d'abord de la mauvaise gestion. Alors on peut tantôt dire, voilà, le niveau de l'eau a baissé et ceci et cela, mais moi je peux vous donner des quartiers qui depuis des années ne sont pas desservis en eau potable ou en électricité. Et même à Kinshasa. Hein. Je parle ici de Kinshasa, ne parlons même pas encore de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous envisageons, nous, dans notre programme, que les questions de desserte en eau potable ou en électricité soient des questions qui deviennent décentralisées. On ne peut pas envisager de continuer dans une politique centralisée en matière de desserte. La SNEL ou la Régie des eaux, aujourd'hui, elles n'ont plus la possibilité de pouvoir faire face à elles seules. Ce n'est plus possible. Exactement. Et d'ailleurs, à ce sujet, sans vous interrompre, il n'y a qu'à voir l'essor au niveau des télécommunications, voir depuis que ces compagnies privées sont venues dans le secteur, aujourd'hui, il y a ce grand boom. Mais parce qu'on vient de faire signe qu'il nous reste encore 15 dernières minutes, je voudrais qu'on aborde un peu le sujet des élections. Vous en avez parlé au début. Candidature unique. Qui, croyez-vous, aurait le meilleur profil aujourd'hui pour aider le Congo? Vous sortez d'un gouvernement qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas selon les règles. Ceci démontre qu'il y a un travail colossal à mettre sur pied. Ceci démontre qu'il faudrait beaucoup de réformes. Ceci démontre qu'il faudrait restaurer l'autorité de l'État. Sécuriser le peuple. D'après vous, qui a le profil? Moi, je vous dirais ceci. Un bon leader, c'est d'abord quelqu'un qui sait écouter. C'est quelqu'un qui peut s'oublier. C'est quelqu'un qui sait faire la synthèse. Et éventuellement, prendre les décisions pour le bien commun. Le bien-être, oui, exactement. Maintenant, est-ce qu'il y a un profil type pour cette fonction? Ça, je n'en sais rien. Tantôt, certains vous diront, oui, mais toi, tu es jeune, il faut laisser les vieux. C'est une approche qui n'est pas la mienne. Qui n'est pas la mienne. Parce qu'à ceci, moi, je peux rétorquer que nous avons également un dicton qui dit que, alors je le dis d'abord en lingala, Balamike babeta kambonda, mikolo babinaka. C'est-à-dire que les jeunes peuvent tout aussi bien avoir la sagesse de pouvoir prendre en main
le destin d'une nation. Exactement. Moi, je vous dirais que je suis de sensibilité centriste. Pourquoi? D'abord par principe. Moi, je suis pour l'économie de marché, je suis pour un libéralisme économique, Oui. mais je ne suis pas pour le tout marché. Pour moi, je considère que j'ai des valeurs sociales, en tout cas, je porte en moi des valeurs sociales importantes. Je considère que une nation doit se gérer au centre. On ne gère pas dans les extrêmes. Au centre, vous retrouvez une plus grande part de vos compatriotes qui peuvent se retrouver là. C'est votre esprit synthèse, je vois que vous aimez bien la synthèse. C'est important. Voilà. Pour moi, c'est très très important. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde, Oui. Mais il faut satisfaire le plus grand nombre. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ces négociations, puisqu'on parle surtout de négociations, mais pour qu'elles aient lieu, il faut d'abord s'asseoir. Il faut discuter de ce qui est discutable. Si je me suis porté, si j'ai accepté de me porter candidat à cette élection présidentielle, c'est parce que d'abord, je pense que j'en suis capable. Je l'ai été dans un tout autre contexte. Aujourd'hui, après avoir été actif dans les institutions, donc au sein du gouvernement, et d'avoir porté sur moi les responsabilités d'être le leader d'un parti politique, qui est présent, je le rappelle, sur l'ensemble du territoire national, je crois que ça fait de moi nécessairement et naturellement le leader potentiel de notre nation. Alors, chacun son style, bien entendu. Donc, je n'ai pas, moi, la science infuse. Je ne dis pas ça doit nécessairement être moi. Je l'espère. Mais si négociation il doit y avoir, nous devons savoir déjà entre nous. Tous les responsables, tous les candidats acquis au changement, eh bien, nous devons nous asseoir. Nous devons savoir maintenant, à ce stade, qui a la plus grande chance de l'emporter, et éventuellement d'envisager maintenant des discussions en disant, bah, écoutez, voilà, vous êtes un leader national, nous savons que vous avez une assise dans telle ou telle province, où vous êtes soutenu par un grand nombre de nos compatriotes. Il n'y en a pas beaucoup là d'ailleurs. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous sens hésitant de donner un nom, vous ne voulez pas lâcher? Non, mais je ne dis... Moi, ce n'est pas une question de nom. Je crois que c'est d'abord une question de principe. Nous faisons l'erreur bien souvent de donner des noms. Moi, je vois dans la presse quinoise que je lis tous les jours sur Internet, alors c'est toujours des noms. C'est un peu le principe, là, voilà tel, là, ceci, alors c'est les slogans et autres. Bon, moi, de mon expérience de 2006, moi je me souviens, les railleries et autres auxquels j'ai eu droit en 2006, les résultats, il en a été autrement. Probant, exactement. Alors le phénomène un peu du nombrilisme quinois, bon, moi ça ne me... Je peux vous dire, ça ne m'effraie pas du tout. Ça ne m'effraie pas du tout. Il y a vraiment un phénomène de nombrilisme. On oublie tout simplement qu'à l'intérieur du pays, les gens sont vrais. Les gens ne s'hasardent pas. À Kinshasa, on va un petit peu... Bon, à Kinshasa, c'est très particulier. Et c'est un peu le phénomène du comportement urbain. Exactement. Lorsque vous êtes à l'intérieur du pays, que vous êtes dans le milieu rural, et les gens sont vrais, ils sont authentiques. Exactement. Ils sont authentiques, ils vous disent les choses très clairement. Alors moi, très clairement, je vais, dès mon retour à Kinshasa, rencontrer les candidats que je n'ai pas rencontrés, notamment le patriarche Tshisekedi et les autres candidats s'ils le souhaitent. Et nous allons discuter. Nous allons discuter. Je crois que les choses doivent commencer naturellement par là. Oui. Si nous constatons qu'il n'y a pas de possibilité de discussion, on ne va pas imposer exactement, aux uns et aux autres ce qu'il y a lieu de faire. Nous avons aussi des comptes à rendre à nos bases respectives. Exactement. Donc le report de voix n'est pas... n'est pas quelque chose d'automatique. N'est pas automatique. Ça, je tiens quand même à le rappeler. Pour ceux qui nous rejoignent, compte 243, ce soir nous recevons M. Mobutu Nzanga, qui est le président de l'Union des démocrates moboutistes. Il est candidat aux élections présidentielles et vous vous souvenez, il a eu à exercer des fonctions au sein du gouvernement sortant. Excellence, nous sommes à quelques, je crois, 2 semaines de lancement de la campagne. Beaucoup de voix s'élèvent pour dire que ces élections ne sont pas
contrairement à ce qu'elles sont définies, ne sont pas transparentes, encore moins libres et apaisées. Du fait qu'une partie de l'opposition, tous les jeudis, dans la ville de Kinshasa, encore aujourd'hui jeudi, nous venons d'apprendre que certains membres de l'opposition ont été royalement tabassés à Kinshasa. L'opposition a écrit également officiellement à la communauté internationale demandant plus de transparence et surtout l'accès au logiciel central. Croyez-vous, vous qui avez vécu les élections en 2006, 2011, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez qu'il y a, si amélioration il y a, parce que cette fois-ci, ce processus est entre les mains des Congolais eux-mêmes. En 2006, nous avions la communauté internationale qui était derrière nous, qui nous a aidés en plusieurs choses. Est-ce que vous sentez, d'après vous, que ces élections peuvent engendrer un résultat apaisé, ou bien elles sont déjà porteuses en leur sein de contestation future? Eh bien, écoutez, moi je crois que je serai très clair. Hein. Nous avons relevé plusieurs points. Donc déjà depuis le mois d'avril dernier, à l'occasion d'une réunion qui avait été organisée par la MONUSCO. Donc je le rappelle, la MONUSCO, c'est la mission des Nations Unies au Congo, qui était d'abord la MONUC. MONUC est devenue MONUSCO. Ouais. Voilà, qui est devenue MONUSCO. Ils avaient organisé une réunion avec tous les partis politiques pour échanger et avoir les avis des uns et des autres. Et chaque parti avait remis une sorte de mémorandum. Nous avions à ce moment-là demandé qu'un cadre de concertation puisse se mettre en place pour qu'il y ait un suivi systématique à chaque étape qui précéderait donc la tenue des élections, bien sûr, et de la campagne électorale proprement dite. Ce que nous constatons, c'est que ce cadre n'a pas été mis en place. Si aujourd'hui l'opposition demande disons un audit du fichier central, c'est tout à fait naturel. La CENI a l'obligation de publier les listes électorales. Vous le savez, des jeunes, des mineurs non en âge, des mineurs en tout cas, qui ne sont pas en âge de voter, ont été... ont leur carte, oui. Voilà, ont reçu des cartes d'électeurs, ce qui est vraiment insupportable, et dans des proportions assez... astronomique. Assez importante. Alors, on ne sait pas dans ce cadre-là. Alors, il y a des doublons. Alors, des doublons, d'ailleurs, des dires même du président de la CENI, des doublons, en tout cas, dans des pourcentages assez importants également. Alors, je ne sais pas dans ce cadre-là comment les élections vont se tenir. Vous savez, il y a 62 000 bureaux de vote. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons suffisamment organisés pour qu'il y ait des témoins dans chacun de ces bureaux de vote. Et qu'ensuite, par la suite, au moment du décompte, que les choses se passent plutôt bien. Mais moi, ce qui me pose problème, surtout, c'est la question de la publication de ces listes électorales. Listes électorales, oui. Et ça, à mon avis, c'est une obligation que la CENI a vis-à-vis de la nation. Et nous avons l'exigence de demander donc à la CENI de nous, disons, d'avoir un peu plus de transparence dans la gestion de ce dossier. Voilà, nous sommes à la fin de ce programme, chers distingués invités, ceux qui nous suivent. Je vais laisser la parole à mon invité de ce soir. Je vais vous demander de fixer une des caméras à cœur ouvert. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces Congolais qui portent tout leur espoir sur ce processus électoral? Devraient-ils ne pas aller voter, sortir dans la rue comme l'ont fait certains dans d'autres pays? Printemps arabe, je pourrais dire automne congolais ou automne de la zone centrale, ou bien devraient-ils faire confiance à vous qui êtes leur leader dans le but de mieux contrôler, dans le but de mieux circonscrire, dans le but de mieux faire une synthèse autour d'une candidature, autour d'un programme qui ferait que demain, ce pays redevienne ce que nous avions déjà connu à l'époque du maréchal, je parle des années 70-72, où un Zaïre valait $2. C'est quand même, il faudrait que nous puissions rappeler au collectif de Congolais que nous avions eu des périodes fastes où on était fiers d'être Congolais ou Zaïrois à l'époque. Or, aujourd'hui, lorsque nous voyons les rapports, nous sommes à la queue, nous sommes en dernière position pratiquement en toutes choses. Mais qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Je vous en prie, vous avez 3 minutes, la caméra est là, à mes téléspectateurs, à ceux qui ne vous connaissent pas, à ceux qui
qui vont aller voter demain, pourquoi vous? Et qu'est-ce qu'ils peuvent espérer de vous? Je fais de la politique parce que j'aime l'action. L'action qui nous mène à transformer notre nation. C'est cela que je veux proposer aux Congolais. Je veux leur proposer mon dynamisme à vouloir transformer la nation congolaise. Une nation avec un fort potentiel humain, mais aussi en ressources, du sol comme du sous-sol. Mais ce potentiel, il faut le transformer en richesse palpable. Des richesses qui vont nous permettre de faire des dépenses sociales importantes dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement, de la santé. Nous n'avons pas à avoir honte de notre position actuelle. Je crois qu'en 5, voire en 10 ans, nous pouvons transformer ce pays. Nous ne sommes pas moins intelligents que d'autres, nous sommes moins organisés que les autres. Je pense qu'avec le programme que nous allons proposer aux Congolais, c'est-à-dire que nous allons aborder toutes les questions qui concernent les Congolais, toutes ces préoccupations-là, tous les secteurs, le secteur agricole, porteur de croissance, le secteur minier, le secteur des infrastructures, tout ce qui peut nous amener à produire davantage de richesses. Nous allons revoir notre économie, une économie qui soit plus incitative. Nous voulons un programme qui incite les investisseurs à venir davantage chez nous au pays, mais aussi rassurer les investisseurs congolais qui, avec leur épargne, leur bas de laine, qui ont peur aujourd'hui de perdre cette épargne et qui l'investit dans l'informel. Aujourd'hui, 90% de notre économie est dans l'informel. Il faut transformer ce mouvement. Et nous pouvons le faire en rassurant tout le monde. Il faut une sécurité juridique, il faut une sécurité pour les biens et les personnes dans ce pays. Nous voulons une armée qui soit une armée républicaine au service de la population, une armée qui puisse défendre nos frontières, une armée qui soit là, une armée de dissuasion. Nous voulons une police qui soit une police de proximité, une police qui soit là pour faire régner l'ordre public. Nous voulons une gestion qui soit transparente, une gestion qui soit rationnelle et responsable. Nous voulons des institutions qui soient fortes. Nous ne voulons plus d'hommes forts, nous voulons des institutions fortes. C'est-à-dire préserver l'État et entrevoir un État moderne pour les 30, 40 années à venir. Nous devons penser aux futures générations. Et parlant des futures générations, je propose également la création d'un fonds, un fonds pour les futures générations. Nous avons parlé du secteur des mines. Eh bien, ces secteurs, cette industrie extractive, eh bien, elle ne va pas se renouveler. Eh bien, à partir des revenus des ventes de ces produits miniers, nous devons déjà penser à constituer un fonds. Nous avons les mines, nous avons les hydrocarbures, nous avons les futurs revenus provenant des exportations agricoles. Eh bien, tout cela va nous permettre de constituer un fonds pour les futures générations. Je ne voudrais pas m'étendre ici au-delà. Je veux dire à mes compatriotes que je prends mon travail au sérieux. Je veux une gestion responsable de notre République et je m'engage à le faire, pas seul, avec d'autres, parce que je pense qu'on ne peut pas gérer seul, on gère en collectivité et pour le bien public. Et enfin, je voudrais dire à tous ceux qui sont fatigués de la politique, qui sont fatigués des hommes politiques, je veux leur dire qu'il y a encore la possibilité. Il y en a qui veulent le bien. Et je leur demande de poser des questions, d'être exigeants, parce que le 28 novembre prochain, ils vont aller voter et ils vont poser un acte important pour leur avenir et pour les futures générations. Alors, faites-moi confiance, je serai votre candidat, si vous le souhaitez. J'ai des choses à dire, j'ai des choses à faire, et généralement, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Je vous remercie. Voilà, il vous a dit, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Pour ceux qui nous ont suivis ce soir, Code 243, vous pouvez nous retrouver sur www.code243.com
Pour ceux qui sont à Kinshasa et dans toute la République démocratique du Congo, très bientôt, vous allez avoir l'occasion de pouvoir nous suivre sur une des chaînes locales dès que les négociations que nous avons entamées vont pouvoir aboutir. Pour ceux qui veulent intervenir dans ces émissions, je vous en prie, écrivez-nous. Vous avez toutes nos coordonnées, vous avez nos numéros de téléphone. Veuillez nous écrire. Nous avons besoin de vos critiques, nous avons besoin de vos suggestions pour que Code 243 puisse toujours vous offrir des programmes de qualité. Excellence, je voudrais vous remercier d'avoir répondu présent à cette invitation et vous souhaite bonne chance pour ces élections. Je vous remercie et j'espère la prochaine fois à Kinshasa. Merci. Merci.